Nous allons voir maintenant une quantité très importante en physique qu'on appelle la circulation. Et pour le coup, il y a quelque chose à voir. L'idée globale, c'est de se demander à quel point le champ électrique, quand on va faire un trajet dans l'espace, à quel point le champ électrique il va aider ou pas sur ce trajet. C'est-à-dire, si on était une charge, si on considérait une charge positive sur un trajet, donc on va prendre un trajet d'un point A à un point B pour faire très original. La question c'est sur ce trajet, à quel point est-ce que le champ électrique aiderait une charge positive à avancer. C'est un peu ça. Ok, et enfin c'est beaucoup ça. Par exemple, là il aiderait pas beaucoup parce que la charge elle est censée avancer vers le haut et le champ électrique il serait vers le côté. Par contre, effectivement, à cet endroit-là, le champ électrique aiderait beaucoup. Il pousserait la charge le long du chemin. Et c'est du coup la circulation en réalité c'est bien lié en mécanique à la notion de travail. Le travail, c'est de façon générale la circulation d'une force le long d'un chemin. Alors comment est-ce qu'on note la circulation d'une force? On va faire la force, on va faire le produit scalaire avec un petit élément dl. Et ce petit élément dl, donc c'est un élément infinitésimal ici dl, où le dl c'est donc un vecteur de longueur dl et tangent à la courbe. Et donc on va sommer tous ces petits travaux infinitésimaux, ça souvent c'est ce qu'on note delta W, pour trouver le travail final. Alors nous on va noter la circulation, on va dire que C c'est la circulation de A à B du champ E, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, quand on a écrit quelque chose comme ça, en fait, on a écrit une formule très très générale qui dit bien ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'on va faire le produit scalaire de E par chaque petit élément dl et sommer sur tous les éléments pour savoir si sur le trajet, le champ E aura été plutôt dans le sens du trajet ou pas. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, mais ça ne vous dit pas du tout quel calcul il va falloir faire pour y arriver. Et toute la question, c'est d'arriver à choisir un système de coordonnées et une paramétrisation du trajet, c'est-à-dire il va falloir décrire ce trajet avec un paramètre qui, suivant les valeurs de ce paramètre, va vous dire où vous en êtes sur le trajet. C'est ce qu'on symbolise ici par le L, le petit L en fait, quelque part le paramètre ici ce serait un L. Ce serait L, la longueur de trajet déjà parcourue. Donc dès que voilà. Donc il va falloir spécifier ce qu'est ce petit dl et ça va dépendre beaucoup du système de coordonnées qu'on va choisir. Mais en tout cas, la définition de la circulation, c'est ça. Bien, on va prendre les coordonnées cartésiennes et donc la position d'un point M sur le chemin est repérée par X et Y. Et dans ce cas, si on fait varier X un tout petit peu, X on le fait varier de dx, c'est-à-dire qu'on passe en X plus dx. Y on passe en Y plus dy. Du coup, ce qu'on sait, c'est qu'on va faire bouger notre vecteur position d'une quantité dl. Le dl, en fait, ça va être le vecteur dont on a bougé, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au final, on a un point dont les coordonnées étaient x plus dx, ça c'est la position finale, y plus dy, moins le point de départ, c'est ça. Donc on se retrouve avec un vecteur dx, dy. Autrement dit, on va pouvoir l'écrire dx ux plus dy uy.
Donc ça, c'est l'expression de dl. Et donc si par bonheur, vous connaissez l'expression du champ E en coordonnées cylindriques, cartésiennes, ici en 2 dimensions, vous avez EX, vous avez EY. Alors, finalement, vous faites un pas vers une meilleure façon, enfin, une expression plus explicite de cette circulation. La circulation, c'est simplement donc le produit scalaire de EX dx plus EY dy. Donc il va falloir finalement maintenant calculer 2 intégrales, l'intégrale de EX dx plus l'intégrale de EY dy. Et on voit bien que c'est plus explicite là, dans ce cas-là. Ça y est, on a, disons, des intégrales qui ressemblent à des intégrales qu'on peut calculer. Et donc au final, cette intégrale sur un chemin, on lui a donné un sens mathématique en faisant ça. Maintenant, regardons ce que ça donne en coordonnées polaires, c'est-à-dire quand on va se poser la question de qu'est-ce que c'est ce petit dl. Donc quand on va passer d'un point M, qui est repéré par R et θ, on va passer a priori à un point M plus dl, enfin, on avait, oui, on va pas passer ça, mais on va passer donc à un autre point M', qui aura pour coordonnées R plus dr, θ plus dθ, on fait varier légèrement dr et dθ, et dans ce cas-là, le dl, ça va être le vecteur, en fait, M', ce petit vecteur infinitésimal. Alors, quand on fait varier R de dr, on sait qu'on va se diriger, a priori si dr est positif par exemple, on va se diriger, le point M va se déplacer suivant UR, parce qu'on vient d'augmenter la valeur de petit r. Si jamais on fait varier, et il se déplace de dr, si jamais on fait varier dθ de dθ, et en supposant qu'il soit positif par exemple, alors on va partir dans la direction de uθ, et la longueur du trajet qu'on parcourt dans cette direction-là, c'est un trajet infinitésimal, mais quand même, c'est en fait r fois dθ. Donc, ça, c'est parce qu'on parcourt un morceau d'arc de cercle, et que donc on multiplie l'angle dθ en gradient par r, le rayon, pour trouver le déplacement. Donc finalement, notre dl, on va l'écrire dr ur plus r dθ uθ. Ça, c'est l'expression en coordonnées polaires du dl. Et donc là, ça sera une bonne idée quand on va vouloir calculer la circulation, quand on voudra calculer E scalaire dl. Si on prend cette expression du dl là, c'est qu'on a choisi les coordonnées polaires comme système de coordonnées parce que c'est plus pratique. Donc il faudra aussi exprimer le vecteur E en coordonnées polaires, c'est-à-dire sous la forme ER, UR. Il faudra l'avoir décomposé sur la base polaire, et du coup, ce sera beaucoup plus simple de faire ce calcul d'intégration. On aura l'intégrale de ER, quand on fait le produit scalaire de E par dl, on aura du ER dr plus du Eθ r dθ. Et c'est ça qu'il faudra calculer pour trouver l'expression de la circulation. Voilà, donc ça, les coordonnées ici cartésiennes et polaires, c'est des coordonnées à 2 dimensions, pour un espace à 2 dimensions. Et on va voir maintenant ce que ça donne dans des cas un peu plus compliqués, en 3 dimensions.
Donc un premier exemple de 3 dimensions, c'est pas très difficile, c'est des coordonnées polaires. Finalement, dans le plan XY, on retrouve R et θ. Et puis, on retrouve aussi donc UR, nous on le note UR, et Uθ. Et on a un nouveau vecteur, c'est juste que là il y a une troisième dimension qui est repérée par l'axe Z. Et donc on a un troisième vecteur ici, qui est UZ, qui est forcément orienté vers le haut, parce que c'est la direction dans laquelle on part quand on garde R et θ constants et qu'on fait varier Z légèrement. On part vers le haut. Donc dans ce système à 3 dimensions, en fait on va se retrouver avec exactement la même chose. Si on fait varier R et θ, eh ben, on se retrouve là avec la même chose qu'en polaire. Du coup on a dr UR plus R dθ Uθ plus dz uz. Donc au final, c'est cette expression-là qu'on voudra utiliser. Et évidemment, ça vaudra le coup d'avoir E sous sa forme, enfin décomposé sur cette base, c'est-à-dire sous la forme cylindrique, avec des composants suivant R, suivant θ et suivant Z. Voilà, du coup, il nous restera une circulation à calculer. On fait le produit scalaire, et comme c'est une base orthonormée, UR scalaire UR, ça fait 1, Uθ scalaire Uθ, ça fait 1, mais Uθ scalaire UR, ça fait 0, Uθ scalaire UZ, ça fait 0. Donc il nous reste juste ER dr plus R dθ Eθ plus donc EZ dz. Voilà l'expression de la circulation en coordonnées, polaire, en coordonnées cylindriques. On est en 3 dimensions. Et voici l'expression. Donc il faut absolument retenir, vous voyez, c'est pas très difficile de retrouver ce qu'il va falloir calculer. Par contre, il faut vraiment retenir l'expression de dl. Avec ça, faut pas rigoler, il faut être capable éventuellement de la retrouver très rapidement, puisque c'est extrêmement logique. Alors maintenant, on va se demander ce qui se passe dans le cas des coordonnées sphériques. Donc cette fois-ci, notre point M est repéré par R, θ et φ. Alors θ, c'est l'angle qu'on voit ici qui sépare la droite OM de l'axe OZ. Et φ, ça ressemble plutôt à la définition de θ dans le cas précédent, dans le cas des coordonnées cylindriques, c'est-à-dire que c'est cet angle-là entre la projection de M sur le plan OXY et l'axe X. Alors, si jamais on fait varier R de dr, on fait une toute petite variation, alors ce qu'on voit, c'est que le point M va bouger. Si dr est positif, il va s'éloigner dans la direction de UR et de façon proportionnelle à dr, tout simplement. Donc du coup, ça occasionne un déplacement de dr UR. Si maintenant on essaie de faire varier θ, on passe de θ à θ plus dθ. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué seulement. C'est comme dans le cas finalement des coordonnées polaires. On bouge de R fois dθ dans la direction indiquée par Uθ justement. Donc ça fait R dθ Uθ. Il nous reste à savoir ce qui se passe quand on fait bouger φ. Et dans ce cas, eh bien, il va y avoir là aussi un déplacement. Donc suivant Uφ, toute la question, c'est de savoir de combien. Alors, le problème ici, c'est que il va falloir ce déplacement, il se fait
en gros, si je le dessine dans le plan x, y, il est là. Et ce qui va compter, c'est cette distance là que je vais surligner en vert. Voilà, parce que ça va être ce rayon-là fois défi. Puisque défi, c'est un angle en radian et qu'on veut savoir, voilà, il va y avoir un déplacement. Toute la question, c'est quel est ce côté-là. Et c'est ce rayon-là fois défi. Or, ce rayon, c'est la projection de M sur le plan X, Y. Comme l'angle θ est là, ce n'est pas un R cos θ, mais c'est un R sinus θ. Si on trace hop, ici, si on projette sur l'axe, ça fait R sur l'axe Z, OZ, ça fait R cos θ, mais si on projette dans le plan, ici, ça fait du R sinus θ. Et ce R sinus θ, il faut multiplier par défi pour obtenir le déplacement recherché, et donc ça fait du R sin θ défi. Voilà, du coup l'expression du petit vecteur infinitésimal dl, ça va être dr ur plus r dθ uθ plus r sin θ dφ uφ. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir par cœur, ou savoir retrouver en tout cas.